En préambule, tout à l'heure, j'ai dit schématiquement que vous étiez candidat au poste de Premier ministre. Alors évidemment, c'est un raccourci. Entre les élections régionales, les élections fédérales, on s'y perd un peu. Comment est-ce qu'on devient Premier ministre en Belgique ? C'est une bonne question. C'est un pays qui est un pays un peu compliqué, c'est vrai, puisqu'on a un système proportionnel qui appelle des coalitions, et des coalitions souvent complexes. En général, devient Premier ministre celui qui, à la fois, est le leader du... Paul Magnette, est-ce que vous m'entendez? Ah oui, pardon, je vous entends, oui, on a été à nouveau un peu coupé. Bon, on espère que c'est la dernière fois. J'espère aussi. Je disais donc, devient en général Premier ministre celui qui est le leader du premier parti, de la première famille politique, mais surtout celui qui parvient à réunir une série de partis qui forment une majorité et qui portent un projet pour le pays, bien sûr. Est-ce que vous accepteriez le poste si vous êtes chargé de former un gouvernement? Parce que il a été dit qu'il y a 5 ans, Alexander De Croo et vous avez tiré à pile ou face pour savoir qui serait le Premier ministre. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'était une blague belge, si vous voulez. On avait formé le gouvernement à deux, puisque le roi nous avait désigné, Alexander De Croo et moi, pour être formateurs du gouvernement. Et à la fin, il a fallu décider lequel des deux serait Premier ministre. Et comme le gouvernement n'avait pas de majorité du côté flamand et représentait moins la majorité politique flamande que la majorité politique francophone, il nous a paru que pour la stabilité du pays, il valait mieux avoir un Premier ministre flamand. Ceci étant, moi j'ai dit pour l'avenir que j'étais disponible, que j'étais candidat, que j'assumerais mes responsabilités si la famille socialiste et le Parti socialiste étaient les premiers dans une prochaine coalition, ni plus ni moins. Alors cette fois, pour ne pas avoir à tirer à pile ou face, vous portez quelques propositions phares, des propositions importantes comme la taxation des grosses fortunes à partir de 1 million d'euros. Il faut dire que cette taxation est plutôt faible en Belgique. Est-ce qu'aujourd'hui, cette question de la taxation des grosses fortunes est devenue incontournable ? Je pense que c'est incontournable et que c'est indispensable. On sait qu'on doit financer une grande transition écologique et sociale, que ça coûtera à peu près 2% du PIB, une partie privée mais la partie publique également. Et pour ça, il faudra trouver des recettes. D'autant que les gouvernements européens, et la Belgique n'y fait pas exception, sont déjà dans une situation de déficit. Et donc cet argent, on ne peut pas aller le chercher dans les poches des travailleurs qui payent déjà trop d'impôts. Il faut donc aller le chercher du côté du patrimoine. Les grands patrimoines ont beaucoup progressé en Belgique comme ailleurs en Europe ces dernières années. On les a déjà remis à contribution puisque grâce aux socialistes, on a rétabli une première taxe sur la fortune qui rapporte à peu près 400 millions d'euros. On est, nous les Belges, les seuls avec les Danois et les Espagnols à avoir rétabli une taxe sur la fortune. Il faut maintenant aller plus loin en relevant le taux de cette taxe sur la fortune pour faire en sorte que ça puisse générer les recettes nécessaires à financer la transition sociale, à relever les bas et moyens salaires et à financer aussi les investissements climatiques absolument indispensables. Cet impôt sur la fortune, vous le voulez également au niveau européen ? Alors, idéalement, il devrait être prélevé au niveau mondial. C'est d'ailleurs la proposition de l'économiste française Esther Duflo, prix Nobel d'économie, qui a proposé un impôt mondial sur la fortune pour financer la transition climatique et sociale et aider en particulier les pays qui sont déjà victimes des dérèglements climatiques aujourd'hui. À défaut de pouvoir le faire à l'échelle mondiale, il faut pouvoir le faire à l'échelle européenne, effectivement. Et avec quelques autres, notamment Thomas Piketty en France, j'ai déposé une initiative citoyenne européenne, j'en profite pour l'évoquer devant vos téléspectateurs. Il s'agit de récolter 1 million de signatures dans 7 pays membres de l'Union européenne au moins, pour exiger de la Commission européenne qu'elle dépose une proposition de taxation sur la fortune pour financer cette transition climatique et sociale. Et donc, les citoyens, en allant sur taxederiche.fr ou .be, ont le pouvoir de contribuer à faire progresser cette cause d'une plus juste ponction des grands patrimoines au profit du plus grand nombre. Et alors cette pétition en ligne, c'est justement pour forcer la Commission européenne parce qu'il y a des blocages, que cette question n'avance pas au niveau européen ?
Oui, c'est une forme de référendum d'initiative citoyenne à l'échelle de l'Europe. C'est prévu par les traités. S'il y a 1 million de signatures dans 7 pays, eh bien la Commission européenne n'a pas le choix. Elle est obligée de déposer une proposition. Après, il y a encore évidemment une négociation, mais ce serait une première étape extrêmement importante. J'espère vraiment qu'on pourra réunir ce million de signatures dans quelques mois. Alors, vous avez récemment publié un livre, L'autre moitié du monde, aux éditions La Découverte. Il s'agit d'un essai sur le sens et la valeur travail. Cette question du travail a été trop longtemps délaissée par les socialistes ? Non, je ne pense pas qu'elle a été délaissée par les socialistes, mais il y a une tentative, d'une certaine manière, de la droite de faire un rapt idéologique sur la valeur du travail, alors que le travail, c'est ce qui permet vraiment, dans les milieux populaires en particulier, de s'émanciper, de se réaliser, de se construire un rôle dans la société et de pouvoir se projeter, faire des projets, se réaliser un certain nombre de ses rêves et permettre à ses enfants d'avoir une vie encore meilleure. Et donc, il faut effectivement rappeler que le travail est émancipateur, que le travail est un levier de cohésion sociale également et qu'il doit être mieux rémunéré, que les droits des travailleurs doivent également être mieux défendus, ce qui à l'échelle de l'Europe est particulièrement important puisque la concurrence qui a été organisée entre les travailleurs est une des raisons qui explique la dégradation des conditions de travail et la pression sur les salaires ces dernières années. Il faut inverser cette pression, faire en sorte qu'il y ait aujourd'hui, à travers une vraie harmonisation, un renforcement des droits des travailleurs et un relèvement des salaires et en particulier des bas et des moyens salaires. Ça, c'est pour nous, en Belgique, la priorité majeure. Nous voulons que tous les gens qui ont des bas et moyens salaires, c'est-à-dire la classe moyenne, l'immense majorité des salariés, puissent gagner 300 € net en plus tous les mois. Alors, dans le même temps, vous prenez la semaine des 32 heures au lieu de 38, sans baisse de salaire en Belgique. Est-ce que cela n'entre pas en contradiction avec la valeur travail, justement ? Pas du tout. On observe aujourd'hui qu'on a de plus en plus, en Belgique comme en France et comme dans beaucoup d'autres pays européens, de personnes qui tombent malades et qui parfois restent malades pendant une très longue durée, voire pendant tout le reste de leur carrière, surtout après 55-58 ans. Parce que tout simplement, le travail devient plus pénible, il y a une intensification du travail, les conditions physiques, mais aussi les conditions psychiques du travail se sont dégradées et beaucoup de gens tout simplement craquent, ne peuvent plus travailler. Et donc en réduisant en fin de carrière, notre proposition n'est pas les 32 heures pour tout le monde d'un coup, mais d'avancer vers la semaine des 4 jours en fin de carrière pour les personnes qui ont 55 ans et plus, en particulier ceux qui exercent des fonctions pénibles, de leur permettre de mieux se reposer et grâce à ça d'être en meilleure santé, d'avoir moins de personnes qui tombent malades dans le cadre de leur travail. Beaucoup d'entreprises ont déjà lancé ce processus, beaucoup d'employeurs ont eux-mêmes reconnu que ça allait être nécessaire. Il faut améliorer les conditions de travail, diversifier le travail, mais aussi réduire le temps du travail en fin de carrière si on veut qu'on puisse continuer à travailler dans de bonnes conditions. Alors pour rester sur cette thématique, vous portez une autre proposition forte, c'est d'octroyer un permis de travail aux sans-papiers. Est-ce que vous ne craignez pas que cette idée vous empêche de former un gouvernement de coalition, puisque c'est la règle en Belgique ? Vous savez, il y a aujourd'hui une profonde hypocrisie, en Belgique comme en France et comme un peu partout. Il y a en Belgique plus de 100 000 personnes qui vivent sur notre territoire et qui n'ont pas de titre de séjour et qui n'ont droit à rien, qui n'ont droit à absolument aucune aide sociale, à aucun type de revenu de remplacement et qui donc sont obligés de travailler évidemment. Et qui travaillent, puisqu'ils n'ont aucun titre de séjour, dans la clandestinité. Les employeurs qui souvent les engagent sont les premiers à demander dans les secteurs comme la restauration, comme la construction, à ce qu'il y ait une forme de mise en conformité administrative, parce que sans ça, on a des travailleurs qui n'ont aucun droit, qui n'ont aucune protection et qui sont aussi une concurrence contre les autres travailleurs. Et donc c'est un vrai enjeu de cohésion au sein du monde du travail et de clarifier une situation qui est en réalité une situation de travail informel, de travail au noir, qui est très nocif pour l'ensemble de notre société. Alors 360 millions d'Européens sont appelés donc à voter du 6 au 9 juin. Qu'est-ce que vous redoutez le plus pour ce scrutin européen ? Je ne redoute rien à ce stade parce que je vois certes, comme tout le monde, un certain succès de listes d'extrême droite en France ou ailleurs, de certains partis ultra-conservateurs, mais je vois aussi que la famille politique à laquelle j'appartiens, la famille socialiste et social-démocrate, se porte plutôt bien. Elle est en plein redressement en France en particulier. Elle est encore en pleine vigueur en Espagne et dans beaucoup d'autres pays. Et donc je pense qu'à partir du projet qui est porté par les socialistes, on doit pouvoir transformer l'Europe. On ne peut pas
pas continuer à vivre avec une Europe de la concurrence, une Europe qui met la pression sur les travailleurs, une Europe de l'austérité. On doit au contraire passer à une Europe de la solidarité, une Europe qui taxe la grande fortune, qui taxe les grands patrimoines et les multinationales et qui investissent massivement dans la transition climatique et sociale. Ça, c'est un vrai projet pour l'Europe, c'est un vrai projet qui peut enthousiasmer les Européens et en particulier les plus jeunes qui croient dans l'Europe, mais pas dans l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui. Alors justement, d'après les sondages, les abstentionnistes sont aussi les plus jeunes. L'Europe ne les intéresse plus beaucoup. Est-ce que c'est une faillite aussi des partis traditionnels et donc du Parti socialiste? Je crois que les plus jeunes se mobilisent d'autant plus qu'il y a une offre politique claire, qui est un vrai projet enthousiasmant. Nous voyons qu'ici en Belgique, puisqu'on a permis aux jeunes de voter pour les élections européennes à partir de 16 ans, pour la première fois, c'est une grande avancée, une grande nouveauté, qu'il y a un vrai enthousiasme dans la jeunesse et qu'ils se reconnaissent dans les partis de gauche en général et en particulier dans le Parti socialiste. J'observe la même chose chez mes amis français, de la liste tirée par mon ami Raphaël Glucksmann, et dans beaucoup d'autres pays européens, en Italie notamment. Donc je pense que la jeunesse, cette jeunesse mobilisée pour des grandes causes comme la question de la transition climatique par exemple, et comme une autre mondialisation, une mondialisation beaucoup plus solidaire entre les différents peuples du monde, eh bien cette jeunesse peut être le levier d'un renouveau politique et d'un renouveau de l'Europe. Et dans le même temps, ce pacte vert par exemple, les jeunes, vous le disiez, sont très mobilisés autour des questions environnementales et climatiques. Le pacte vert de la Commission européenne a été un peu dévoyé. Il y a quelques décisions qui sont restées dans les fonds de tiroir. Est-ce que là, ce n'est pas aussi un peu une défaite pour vous ? Alors c'est vrai que le pacte vert a été un peu abîmé en fin de législature, mais l'essentiel est toujours là. Tout ce qu'a porté Frans Timmermans, le vice-président de la Commission européenne socialiste néerlandais, qui est maintenant retourné aux Pays-Bas, est toujours là et ce sont des acquis extrêmement importants. Ce dont on a besoin maintenant, c'est d'investissements massifs. L'Europe a démontré, après le Covid, qu'elle était capable d'investir, qu'elle était capable d'emprunter. On a brisé un tabou. L'Europe a accepté d'emprunter pour investir massivement à l'époque dans les politiques de santé publique, qui était l'urgence absolue, mais aussi dans la transition climatique. Et ce sont des projets très concrets. C'est le développement des énergies renouvelables chez nous. C'est le développement d'une mobilité électrique, d'éoliennes, de batteries qu'on doit pouvoir développer ici, chez nous, en Europe, parce qu'on ne peut pas dépendre de puissances étrangères et de la Chine en particulier. Ce serait complètement absurde que nous disions on va passer vers une énergie beaucoup plus renouvelable, on va électrifier l'industrie et un certain nombre d'autres activités, mais nous allons dépendre pour ça de produits qu'on va importer de Chine et donc finalement faire profiter, que l'argent européen profite à l'emploi en Chine. Il faut faire en sorte qu'on ait un vrai projet industriel autour de la transition climatique et que cela crée des emplois chez nous. Moi, je le vois déjà autour de chez nous. Je vois par exemple dans ma région à Charleroi, une entreprise qui produisait des pare-brises et qui aujourd'hui se diversifie en créant des panneaux photovoltaïques, en créant des petites éoliennes et donc en recréant de l'emploi dans notre région grâce à la transition climatique, grâce aux investissements européens. C'est cette tendance-là qu'il faut continuer de renforcer. Merci beaucoup Paul Magnette, président du Parti socialiste en Belgique francophone, d'avoir été l'invité du Grand Angle. Merci.